Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, vous avez à disposition un document, soit sur vos tables, soit à l'entrée de la salle, qui ramasse la synthèse de ce schéma autonomie et inclusion pour 2025-2030 et qui rappelle effectivement toute l'ambition du travail qui a été engagé depuis plusieurs années et pour l'élaboration de ce nouveau schéma pour les prochaines années 2025 et 2030 et qui affirme notre exigence, notre volonté de travailler toutes et tous ensemble pour une société inclusive, solidaire et innovante face à ce défi démographique. La Seine-Saint-Denis, le président Stéphane Troussel le rappelle régulièrement, mais je ne trouve pas d'autre accroche pour attirer votre attention et sûrement que, je pense que l'art de la répétition est assez forte pour la pédagogie. La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France métropolitaine, mais pour autant, le vieillissement de la population concernera bientôt, en 2050, 165 000 personnes. Ce nombre aura doublé par rapport à celui que nous connaissons aujourd'hui. Et en 2030, c'est déjà demain, c'est plus de 30% d'augmentation des personnes de 75 ans et plus que nous allons connaître. Ce n'est pas qu'une projection démographique lointaine, vous vous en rendez compte, c'est un véritable défi démographique, mais pire encore, si nous ne faisons rien ou si nous n'accélérons pas les mesures à prendre, et c'est pour cela aussi que le président parlait de plaidoyer pour soutenir une politique départementale comme la nôtre, aussi ambitieuse, eh bien, cela deviendra un mur démographique vers lequel nous nous dirigeons et forcément, cela pourra provoquer des dégâts considérables et en particulier pour nos habitants, pour les usagers. Il s'agit bien là d'un enjeu de société, l'enjeu de donner leur place et toute leur place aux seniors dans des conditions de vie dignes et respectables, mais aussi surtout autonomes. Et cet enjeu de société, bien sûr, est aussi crucial dans notre département, comme il était rappelé tout à l'heure, par rapport à différents indicateurs socio-économiques, comme le taux de pauvreté, qui est 2 fois supérieur à celui de la moyenne nationale. En Seine-Saint-Denis, c'est un quart des personnes qui ont entre 60 et 74 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous savons aussi qu'à ce défi démographique, il y a le défi du handicap, et c'est près de 180 000 personnes qui sont porteuses de handicap et qui vivent dans notre département, soit 10% de la population. Le schéma autonomie et inclusion s'inscrit donc dans ce contexte démographique, un contexte marqué par le besoin d'engager la mise en œuvre de grandes orientations d'une politique publique structurante, mais aussi parce que nous sommes confrontés également à un retard de l'offre médico-sociale. Il faut donc également rattraper ce retard dans ce contexte de forte transition démographique, comme je viens de l'exposer, et avec des objectifs d'investissement et de création de solutions dans le plan inclusif 2030 notamment. Le schéma autonomie et inclusion, ça prolonge la dynamique du précédent schéma. Il y avait eu, vous vous en rappelez certainement, un bilan d'étape qui vous avait été fourni, et enfin un bilan final. Et tout cela nous avait permis à la fois d'avoir les outils, les moyens d'évaluation pour pouvoir prolonger cette dynamique avec ce nouveau schéma. Il ne s'agit pas là d'un énième schéma, mais bien d'une poursuite de l'action déjà engagée, voire de son amplification, et de voir aussi des résultats qui ont été exposés, de voir comment même on pu les affiner davantage. L'élaboration de ce nouveau schéma a associé de nombreuses personnes, mais aussi des acteurs associatifs et institutionnels, au travers de questionnaires, mais aussi d'ateliers participatifs, des rencontres institutionnelles. Il y a eu au total c'est un questionnaire grand public qui a été envoyé à près de 20 000 personnes et nous avons eu énormément de retours. Et ce schéma autonomie et inclusion montre comment la parole a été reprise et a été matérialisée, concrétisée dans des propositions d'action et de nouveaux dispositifs.
Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, donc, qui a été salué, et je tiens moi aussi, par le président, je tiens moi aussi à les saluer personnellement, a joué un rôle central pour enrichir cette stratégie et nos orientations en matière de politique publique. Je tiens à saluer plus particulièrement Madame Pascaline Marchand et Monsieur André Foulquier, et je tiens à excuser en leur nom également Madame Diane Goli, qui ne pouvait être présente à cette séance, mais votre présence nous honore et elle nous fait évidemment très plaisir. Et nous pourrons poursuivre ce travail que vous avez engagé avec vous dans nos différentes séances, à la fois des collèges dans lesquels vous êtes impliqués, des collèges du CDCA, mais également dans des groupes de travail qui associent la direction de l'autonomie et la MTPH. Nous avons également souhaité placer l'enjeu de l'interculturalité au cœur du schéma. C'est un point sur lequel je tiens, et les élus m'entendront là-dessus, parce qu'ils ont aussi beaucoup insisté. Nous avons placé cet enjeu de l'interculturalité au cœur de ce schéma pour prendre en compte la réalité, l'existence de nationalités et de langues parlées dans notre département, le parcours de vie des personnes âgées, mais aussi ceux des personnes en situation de handicap, sont aussi des parcours de vie avec des trajectoires migratoires, avec des barrières linguistiques et des représentations culturelles très diverses. Et il faut les prendre en compte. C'est à la fois une volonté de facilitation, d'accessibilité, mais aussi de reconnaissance, de respect de leur dignité. L'enjeu consiste à garantir pour toutes et tous l'accès effectif aux droits, à garantir la qualité de l'accompagnement et à prévenir la perte d'autonomie. Ça, vous le comprenez évidemment. Mais c'est au fond, surtout, garantir la dignité de chacune et de chacun. J'évoquais à l'instant des avancées concrètes du précédent schéma que nous avions rappelé concernant notamment les délais de traitement des dossiers déposés à la MDPH. Ce sont aujourd'hui des délais de 3 mois qui sont respectés en moyenne. J'insiste, je répète, des délais de 3 mois en moyenne. Et comme nous y étions engagés parce que nous avons eu des débats lors des bilans d'évaluation du schéma autonomie et inclusion pour la période précédente. Nous continuons ce travail de déstockage, notamment pour les dossiers de l'APA et de la PCH. C'est un point indispensable, nous l'avons partagé avec des renforts RH, sur lesquels je reviendrai certainement, mais où on pourra vous rendre compte des résultats, des avancées que nous aurons pu marquer dans le but, évidemment, de satisfaire encore mieux les usagers, parce que c'est évidemment indispensable. Ces renforts RH ont été accompagnés d'évolutions de postes qui ont été présentées pour validation dans les instances paritaires. Alors maintenant, pour ce qui est du schéma, sur lequel vous pourrez évidemment revenir à la lecture du document, mais aussi dans nos différentes séances de travail et au cours de l'adoption des différentes délibérations que nous pourrons aborder plus tard dans les prochains mois. Les ambitions et objectifs de ce nouveau schéma sont au nombre de 6. Il s'agit tout d'abord, premièrement, de promouvoir la citoyenneté et l'autodétermination. Faire de la citoyenneté un levier d'émancipation, c'est une ambition éthique forte. Il s'agit là de replacer la dignité, l'autodétermination et la participation des personnes âgées et handicapées au cœur de l'action publique. Deuxièmement, il s'agit de renforcer l'autonomie à domicile pour permettre à chacune et chacun de vivre chez soi le plus longtemps possible et dans de bonnes conditions. Il s'agit d'anticiper et de repérer les fragilités, d'adapter les logements, de développer des solutions d'habitat inclusif et de lutter contre l'isolement social. Troisièmement, reconnaître et soutenir les aidants. Vous le savez, un habitant sur 5 en Seine-Saint-Denis est aidant d'un proche. Vous le savez parce que nous sommes toutes et tous confrontés à cette situation, soit nous-mêmes directement, soit au travers de personnes que nous connaissons, que nous avons à connaître au cours de nos mandats respectifs. L'aidance, le travail des aidants ne doit pas être subi. Ça, c'est une conviction forte que nous avons voulu inscrire dans ce schéma. Il faut accompagner et prévenir l'épuisement des aidants. Notre attention doit être particulièrement tournée vers les jeunes aidants, mais aussi les aidants vieillissants,
Il y a plusieurs typologies d'aidants, et aussi les mères isolées. Ce sont là des situations particulières d'aidants qui, déjà par rapport à leur situation, est encore davantage aggravée. Le déploiement de dispositifs de répit, la mise en place d'équipes mobiles ou de dispositifs d'aller vers permettront également de repérer, d'anticiper des situations de fragilité ou de rupture de ces aidants isolés. La quatrième ambition consiste à transformer les établissements médico-sociaux en lieux de vie ouverts pour qu'ils soient pleinement connectés à leur environnement, pour qu'ils soient pleinement adaptés aux besoins individuels et qu'ils soient acteurs du virage domiciliaire. Concrètement, il s'agira de créer de nouvelles places dans le cadre du plan inclusif 2030 et aussi de soutenir le développement de 7 EHPAD qui seront des centres de ressources territoriaux pour accompagner les professionnels, la communauté des professionnels, pour soutenir les familles et les intervenants en appui du domicile. Une cinquième ambition, c'est porter le défi des territoires inclusifs et solidaires. Nos territoires doivent être transformés, nos espaces publics doivent mieux répondre aux enjeux de mobilité et d'autonomie. Cela signifie adapter massivement le parc de logements sociaux et privés et développer des services de proximité à l'échelle des quartiers. Une sixième ambition, c'est le déploiement d'un véritable service public départemental de l'autonomie, avec l'accès au droit qui doit être rendu plus simple, plus rapide, plus lisible. Aujourd'hui encore, même si beaucoup d'efforts ont été faits, les démarches restent trop complexes. Le service public départemental de l'autonomie est un levier essentiel pour simplifier et rapprocher les procédures et les réponses liées à l'accès au droit. Voilà 6 engagements, 6 ambitions, et elles sont déclinées dans ce nouveau schéma autonomie et inclusion. Elles sont exposées dans la synthèse que je viens de vous montrer, je vous le montre à nouveau, pour 2025 et 2030. Mais pour aller encore plus loin, il y a bien sûr des mesures concrètes, des dispositifs nouveaux qui prolongent les actions qui ont déjà été engagées ces dernières années, que je souhaite vous exposer pour illustrer ces ambitions. Une première mesure dont il a déjà été question, qui a déjà été évoquée, enfin pas seulement évoquée, elle a été rappelée pour dire que c'était vraiment demain, quoi, en janvier 2026. C'est l'ouverture de la Maison de l'autonomie et des aidants. Avec un guichet unique pour les seniors, les aidants et les personnes handicapées. Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie a été accompagné par la direction de l'autonomie et les équipes de la MDPH pour aller voir sur place, au cours d'une marche exploratoire, les enjeux, les besoins d'amélioration de l'accessibilité, que ce ne soit pas juste un slogan. Donc ce travail a été fait avec eux et je tiens aussi à les en remercier. Une deuxième mesure concrète, c'est la réponse autonomie près de chez soi. Avec le service public départemental de l'autonomie, nous voulons simplifier les parcours, rapprocher les services et éviter les ruptures. Cela passe par le déploiement de permanences autonomie. Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont ouvertes à Saint-Denis, Montreuil et Sevran. Nous inaugurerons la 4e à Noisy-le-Grand le 25 novembre prochain. Mais nous voulons amplifier, généraliser ces permanences autonomie et aussi en nous appuyant sur l'ouverture de la maison de l'autonomie et des aidants. Donc ces permanences seront des guichets intégrés et permettront l'ouverture de droits directement au domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, avec l'installation de dispositifs d'équipe mobile. Une troisième mesure concerne le développement de territoires zéro isolement. L'isolement est un facteur majeur de perte d'autonomie. Notre schéma ambitionne un territoire zéro isolement qui s'appuie sur l'adaptation de l'habitat, l'accessibilité de l'espace public et le déploiement de 25 tiers-lieux autonomie. Ces lieux seront des points d'appui essentiels, comme des espaces d'accueil, comme des espaces de convivialité, des espaces où se crée, où se noue, où se renforce le lien social, les liens de prévention, d'information et d'activité intergénérationnelle. Ils sont absolument indispensables
Les échos que nous en avons aujourd'hui pour ceux qui sont ouverts sont largement positifs. Ils constituent une véritable réussite. Il faut pouvoir amplifier leur ouverture et s'appuyer sur ces expériences qui sont très riches et grâce à tous les acteurs associatifs et les habitants qui concourent à leur réussite. Ils sont aussi des lieux d'ancrage de l'interculturalité indispensables dans notre département où, je le rappelle, 160 langues, 130 nationalités coexistent. Nous étendrons également la démarche quartier inclusif à l'ensemble des quartiers en politique de ville. Cette démarche permet d'engager les villes sur l'accessibilité, la proximité des services et la création d'environnements favorables au bien vieillir. Tout cela s'inscrit dans la logique de la ville du quart d'heure où les services essentiels sont accessibles à proximité. Tout cela nécessite une évaluation sur la démarche déjà engagée et nécessite également un partage avec les élus locaux et avec le service du département. Une quatrième mesure concerne le soutien de la politique de l'autonomie à domicile. La grande majorité des personnes souhaitent vivre chez elles le plus longtemps possible. Et pour répondre à cette aspiration, nous allons renforcer la structuration du secteur de l'aide à domicile, améliorer la formation des professionnels, promouvoir la bientraitance et agir pour la qualité de vie au travail de ces professionnels, notamment pour les auxiliaires de vie. Nous lancerons aussi un programme de rénovation ambitieux avec un nouveau dispositif que nous aurons l'occasion de vous présenter pour permettre l'adaptation de plus de 3000 logements d'ici 2030 afin de réduire les risques de chute, lutter contre l'inconfort thermique et permettre à chacune et chacun de rester chez soi, comme je le disais, dans de bonnes conditions. Une cinquième mesure, c'est développer de nouvelles solutions de répit pour les aidants. Nous en connaissons des aidants qui se trouvent en situation d'épuisement, d'inquiétude, d'anxiété, et parce qu'ils sont isolés, et parce qu'ils sont confrontés à des responsabilités de plus en plus importantes. Donc nous voulons leur proposer du répit et du soutien. Cela passera par des dispositifs de relayage, par des séjours aidants aidés, par des réponses adaptées aux aidants particulièrement vulnérables, comme je le disais tout à l'heure, des jeunes, les aidants vieillissants et les mères isolées. Nous expérimenterons également le dispositif après-parents destiné aux parents aidants vieillissants pour préparer en amont les relais nécessaires. Une sixième mesure, c'est le sport et la culture comme levier d'émancipation et de citoyenneté. L'offre culturelle, l'offre sportive doit être toujours plus riche, plus diversifiée et toujours plus proche des usagers. Et ça, c'est le dispositif Icaria qui permet à déjà plus de 27 000 personnes de plus de 60 ans d'accéder à ces offres-là sans condition de ressources. Nous pouvons encore, évidemment, développer ces offres et élargir le nombre de personnes qui utilisent, qui bénéficient de ce dispositif Icaria. Nous poursuivrons également le travail avec le Prisme, ce nouvel équipement héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, pour qu'il soit pleinement mobilisé, mieux connu et davantage utilisé par toutes les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, y compris celles vivant à domicile. Ça, pour le coup, je tiens aussi à saluer l'investissement, l'engagement de nombreux établissements médico-sociaux qui ont travaillé avec les équipes du département pour pouvoir utiliser pleinement les créneaux du Prisme. Et c'est vraiment une réussite grâce à tous ces établissements. Enfin, il s'agira de lutter activement contre la maltraitance. Notre responsabilité est de garantir la sécurité, la dignité et le respect de toutes les personnes vulnérables. C'est pourquoi nous créons une cellule départementale dédiée à la maltraitance, chargée de centraliser les signalements, coordonner les interventions et suivre les situations à risque. Cela passe également par le renforcement des formations des professionnels, des campagnes de sensibilisation, et nous mènerons des actions spécifiques, parce que nous avons évalué là un risque concret, des actions spécifiques pour lutter contre les violences faites aux femmes âgées et ou handicapées, trop souvent invisibilisées. Nous développerons 1000 nouvelles places pour les personnes en situation de handicap, dans le cadre du plan inclusif 2030. Nous poursuivons les efforts pour rattraper ce déficit d'équipement dont je parlais tout à l'heure sur notre département.
Donc la situation que nous connaissons, les chiffres sont indiqués dans la plaquette, n'est pas supportable. Et il y a là besoin à la fois d'un plaidoyer, mais aussi d'apporter des réponses concrètes aux usagers. Ce n'est pas seulement un rattrapage quantitatif dont il est question, mais également l'occasion de transformer profondément nos établissements dans une logique plus inclusive, permettant d'apporter des réponses plus adaptées aux besoins des personnes sur l'ensemble de notre territoire. Nous développerons des habitats diversifiés et alternatifs à l'établissement médico-social, malgré tout, parce que le domicile ne se limite pas au logement individuel. Nous allons développer, et ça des élus en ont parlé tout à l'heure, plusieurs types de solutions: habitat inclusif, habitat partagé, colocation, résidence intergénérationnelle, accueil familial. Nous accompagnons ces projets en ingénierie, en investissement, et nous nous fixons l'objectif d'accueillir 500 personnes en habitat inclusif d'ici 2030. Et il s'agit bien sûr là, non pas d'une moindre ambition, mais d'un véritable levier pour amplifier ces propositions innovantes. Mettre le cap sur le label Amis des aînés, c'est aussi une mesure concrète qui soutient nos ambitions qui ont été affichées dans ce schéma autonomie et inclusion. En adhérant à ce réseau, nous engageons l'ensemble du territoire dans une démarche collective et ambitieuse. Nous souhaitons pouvoir mobiliser les communes, les associations et les habitants pour réaliser un diagnostic partagé et construire un plan d'action commun dans au moins 8 domaines essentiels: l'habitat, la mobilité, les services, la sécurité, la culture, les loisirs, le numérique et la participation sociale. Ce label nous aidera à structurer nos politiques publiques et à diffuser les bonnes pratiques. Il donnera aussi une dynamique commune à l'échelle départementale pour que chaque commune puisse se préparer au vieillissement. Ce schéma autonomie et inclusion constitue bien une politique départementale transversale, comme vous l'avez entendu, et qui touche plusieurs délégations, plusieurs politiques départementales, parce que c'est un véritable choix de société, à la fois le vieillissement et à la fois le défi du handicap. Je tiens, pour conclure, à rappeler le travail ambitieux qui a été porté par l'engagement du service public départemental, de ses agents, de son administration. Il nous faut les saluer. Leur travail a été soutenu, rythmé, et a demandé beaucoup d'investissement, de travail, de temps, et beaucoup, surtout beaucoup, de conviction et de valeur. Voilà, je tiens vraiment à les saluer et à les remercier pour cela devant vous. Et je sais que vous partagez le même sentiment. Enfin, je ne veux pas cacher, en parlant de sentiment, ce sentiment de fierté que j'exprime là devant vous à ce moment-là, à la lecture du schéma, parce qu'il prolonge la même exigence et la même ambition du travail qui avait été engagé par Magali Thibault dans le précédent mandat, mais aussi il fait écho, il crée beaucoup de synergies avec beaucoup d'acteurs associatifs, beaucoup d'habitants de nos départements qu'on a eu l'occasion, lors de l'élaboration de ce schéma, dans un cadre participatif, de rencontrer. Donc je suis vraiment fier et reconnaissant du travail qui a été engagé, pourtant difficile, et à la fois de la MDPH et de la direction de l'autonomie. Enfin, pour réellement terminer, ce schéma, vous l'avez compris, trouve sa dynamique dans la concertation avec les associations, les habitants, mais évidemment dans le partenariat avec chacune des collectivités, des communes que vous représentez. Et je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous. Je veux aussi vous dire ma disponibilité pour pouvoir échanger à la fois individuellement, mais aussi dans des séances de travail en commission ou à l'occasion de nos séances, pour voir comment nous portons ensemble le travail qui doit pouvoir être engagé par cette feuille de route, comme l'a dit tout à l'heure le président Stéphane Troussel. La mobilisation des communes dans le schéma autonomie est importante. La réussite de ce schéma repose sur notre engagement actif. Les communes sont les premières interlocutrices des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Leur proximité et leur connaissance fine de leur territoire permettent d'adapter les réponses aux besoins réels des habitants. Et ça, nous voulons le prendre en compte dans la mise en œuvre de ce schéma autonomie et inclusion. Les communes jouent un rôle clé dans la prévention de la perte d'autonomie par l'aménagement de l'espace public, par le développement d'actions sociales, culturelles et sportives et par la lutte contre l'isolement. Elles contribuent aussi à créer un environnement inclusif et solidaire. Voilà la coordination entre le département
et avec les communes est réellement essentielle. Elle soutient déjà le déploiement du service public départemental de l'autonomie avec les guichets intégrés dans les villes, et elle facilite déjà pour de nombreuses communes l'accès aux droits et aux services pour tous, et il nous faut continuer ensemble. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre attention et à votre écoute pour les différentes interventions. Merci. Alors, j'ai Michel Choulet. Non, c'est Jean-Michel Buteau, pardon. Il n'y a pas de mal.